Bonjour tout le monde, bienvenue au show de Maxime. Cette semaine, l'émission va porter entièrement sur la réponse à vos questions. Comme vous le savez, on vous a envoyé un courriel récemment, au début de la semaine, vous demandant de me poser des questions. Eh bien, vous avez très bien répondu puisqu'on a reçu 845 questions, tant des questions en anglais qu'en français. Vous allez comprendre que je ne vais pas répondre aux 845 aujourd'hui, mais je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Et les questions que j'aurais pas eu le temps de répondre, je vais le faire dans les autres émissions. Mais je vous invite aussi en même temps à aller voir la plateforme du Parti populaire du Canada sur notre site à partipopulaireducanada.ca. Vous allez voir la plateforme de la dernière campagne électorale. Commençons dès maintenant par Daniel. Daniel Allard. Bonjour Maxime. Pensez-vous que la gestion du gouvernement Trudeau est alignée sur l'agenda des Nations unies? Eh bien, Daniel, oui, effectivement, l'agenda du gouvernement Trudeau est aligné sur l'agenda des Nations unies. Le premier exemple de tout ça, c'est que M. Trudeau veut avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce qu'il fait, bien ce qu'il a fait avant la pandémie, c'est qu'il s'est promené à travers le monde en donnant notre argent à différents groupes de pression, différents gouvernements pour acheter leur vote. Monsieur Trudeau aussi suit très bien les règles de l'ONU en ce qui concerne l'entente sur la migration, donc le compact migratoire de l'ONU. Il a signé cette entente-là et il veut vraiment faire en sorte que le Canada soit aligné avec les positions de l'ONU. Ça soit aussi qu'on pense au changement climatique. Le gouvernement Trudeau a signé l'entente de Paris et donc essaie de tout faire pour mettre en branle cette entente-là au Canada. Comme je l'ai dit lors de la dernière campagne électorale, M. Trudeau est hypocrite et a été hypocrite parce qu'il a dit aux Canadiens, avec sa position sur l'environnement, qu'il allait être capable d'atteindre les cibles qu'il s'est fixées justement à Paris, dans l'entente sur les changements climatiques. Et tous les experts ont dit qu'avec sa taxe sur le carbone, il ne serait pas capable d'atteindre les cibles. Donc, M. Trudeau et l'ONU, oui, la réponse, elle est oui. Et M. Trudeau lui-même, Justin Trudeau, se voit comme un citoyen du monde. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, nous, au Parti populaire, on a une politique complètement différente, c'est-à-dire, j'ai déjà dit et je répète que l'ONU est une organisation dysfonctionnelle et que nous allons regarder tous les traités signés par le Canada avec l'ONU. On a dit qu'on ne signerait pas l'entente sur l'immigration. On a dit qu'on ne signerait pas non plus le traité de Paris. Et on va prendre chaque engagement du Canada envers l'ONU. On va les analyser une à une. Et le plus important pour nous, c'est que on veut mettre d'avant le Canada d'abord et les Canadiens d'abord. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, Daniel. Passons à Caleb Lavoie. Bonjour Maxime. Les pouvoirs résiduaires qui sont actuellement de facto de juridiction fédérale selon la Constitution, oui, ça c'est vrai, devraient-ils être transférés aux provinces? Bien, premièrement, les pouvoirs résiduaires, il y en a un, c'est dans la Constitution, à l'article 91, où on dit que le gouvernement du Canada peut faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement, à une condition, que ces lois-là et ces sujets-là ne soient pas de compétence provinciale. Donc, paix, ordre, bon gouvernement, à condition que les sujets sur lesquels le gouvernement fédéral veut légiférer ne soient pas exclusivement de compétence provinciale. Est-ce qu'on doit transférer ce pouvoir-là aux provinces? Non. Le fédéral l'utilise très rarement et très peu depuis la Confédération. Si le fédéral a utilisé ce pouvoir-là une ou deux fois, je pense que c'est le maximum. Et pour ce faire, bien, il faudrait réouvrir la Constitution. Et notre position au Parti populaire est bien claire. On ne veut pas avoir de débat constitutionnel. Il y a beaucoup trop d'autres sujets importants à régler. On veut respecter la Constitution, pas s'ingérer dans les champs de compétences des provinces, respecter la division des pouvoirs entre le fédéral et le provincial pour avoir justement une paix constitutionnelle. Donc, il n'est pas question de réouvrir la Constitution. Et ce pouvoir-là n'est pas du tout nécessaire pour les provinces. Donc, je passais à une question suivante. François Lemay-Faubert. François dit « J'ai 25 ans.
Et j'aime les valeurs de votre parti. Elles me rejoignent. Comment allez-vous rejoindre les gens qui sont possédés par des idéologies politiquement correctes? Bon, une bonne question. Comment les rejoindre? Bien, c'est de démontrer ce ridicule de toujours prôner le politiquement correct et de prôner plutôt la liberté d'expression et de dire les vraies choses aux gens. Je pense que les gens en ont marre des politiciens qui disent quelque chose une journée et sont contraires le lendemain. Et j'aimerais vous rappeler qu'un des premiers tweets que j'ai fait un peu avant de quitter le Parti conservateur du Canada, il y a déjà 2 ans, j'ai dit que pour moi, c'était fini la rectitude politique et qu'on allait dire les vraies choses. Puis c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que nous avons formé le Parti populaire du Canada et on ne s'arrête pas au politiquement correct. Donc, les gens qui croient au politiquement correct, comment les rejoindre? Bien, l'important, c'est que notre message puisse être diffusé un peu partout. C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui de passer dans les médias traditionnels. Ils nous ignorent parce que, comme vous le savez, je n'ai pas été élu à la dernière campagne électorale. Je vais faire de mon mieux pour être élu le plus rapidement possible lors de la prochaine campagne électorale. Et donc, les médias nationaux nous évitent. Mais on va continuer de défendre ces valeurs-là que vous partagez, François, sur les différentes tribunes, que ce soit les médias sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que je fais le show de Maxime pour promouvoir ces idées-là. Je vous invite à retransmettre notre canal YouTube. C'est le Parti populaire du Canada /officiel à vos amis, aux gens que vous connaissez. Plus les gens vont pouvoir prendre connaissance de nos idées qui sont basées sur le gros bon sens, plus on va avoir de gens qui vont être avec nous. Et je peux vous dire que le Parti populaire est le parti avec la plus forte croissance au Canada. On est parti il y a moins d'1 an à 0 membres et on a grandi ce parti-là. On a plusieurs milliers de membres présentement et on a eu quand même plus de 300 000 votes, personnes qui ont voté pour nous à la dernière campagne électorale. C'est un début, c'est un beau début. Ça a pris 20 ans et 5 élections pour le Parti vert d'avoir au moins 1,6 % du vote au Canada. On le fait en moins d'1 an. Oui, encore beaucoup de travail à faire, mais on profite de ces plateformes-là pour promouvoir les idées du parti en espérant que les gens qui n'ont pas l'occasion d'entendre notre message puissent l'entendre et ils vont s'apercevoir qu'on prône le gros bon sens et qu'on met les Canadiens d'abord, le Canada d'abord dans nos politiques, c'est ce qui est important. Une autre question de Christian Courtois-Schmeiner. Pensez-vous que lors des prochaines élections, la couverture médiatique du PPC soit réduite par rapport à 2009? Bon, oui, c'est un risque. Par rapport à 2019, pardon. En 2019, c'est-à-dire à la dernière campagne électorale, le Parti populaire a eu quand même une couverture médiatique. Je dois vous avouer que les médias essayaient de peindre notre parti comme étant un parti raciste et xénophobe à cause de notre position sur l'immigration. On a dû les éduquer et j'ai toujours débattu cette politique-là devant les médias traditionnels. Ça peut être un peu plus difficile à la prochaine campagne électorale, mais on va quand même être là, être présent et d'essayer de promouvoir notre plateforme et nos idées lors de la prochaine campagne. Ce qui va être à notre avantage, c'est que nos idées vont vraiment nous différencier des autres partis politiques. J'aime à dire que les libéraux et les conservateurs, c'est du pareil au même. Regardez leur plateforme. Les deux partis essaient de plaire à tout le monde, font des politiques pour différents groupes d'intérêts avec votre argent pour acheter les votes de ces gens-là. Et nous, on ne fait pas ça. On traite tous les Canadiens de façon égale. On n'a pas de politique précise pour attirer un groupe de pression particulier. On pense que les politiques doivent s'appliquer également pour tous les Canadiens. Et le fait d'avoir une plateforme vraiment différente des autres partis politiques, je crois que ça va nous aider à la prochaine campagne électorale de se différencier et de susciter un certain intérêt pour les médias traditionnels.
Comment planifiez-vous propager efficacement le message d'une alternative sérieuse? Bien, je ne serai pas seul lors de la prochaine campagne électorale. Notre but est d'avoir des candidats dans toutes les circonscriptions, les 338 circonscriptions au Canada. Et ensemble, les candidats du PPC, bien, vont propager la plateforme du PPC. Et on va certainement progresser dans notre nombre de votes. Et le but, effectivement, c'est de me faire élire et de faire élire d'autres candidats avec moi pour qu'on soit une voix forte à Ottawa. André Chiasson, c'est quoi le montant maximum que le Canada peut emprunter et qu'arrive-t-il si on ne peut pas payer? Bien, André, montant maximum, c'est le marché qui va nous dicter quel est le montant maximum. Parce que si le Canada, le ratio de dette sur le produit intérieur brut est trop élevé, et si les intérêts prennent une part trop grande du budget, bien le gouvernement du Canada va avoir de la difficulté à payer ses intérêts. Ça va faire en sorte que la cote de crédit du gouvernement va être revisée. Et si la cote est revisée à la baisse, bien les coûts d'intérêt vont augmenter. Et c'est ça qui fait qu'il met de la pression sur un gouvernement pour arrêter l'endettement. Et donc, est-ce que le gouvernement peut s'endetter indéfiniment? Non. Il y a toujours un coût à ça. Aujourd'hui, cet endettement-là, qui va payer? Bien, nous allons tous payer. Nous allons tous payer. Il y a deux façons de payer pour ces déficits et cette dette-là énorme. Comme vous savez, le déficit cette année va être de plus de 200 milliards de dollars. On va payer par des augmentations de taxes dans un avenir rapproché et aussi par de l'inflation. L'inflation est une taxe déguisée, une taxe qui frappe durement tous les citoyens. Ça fait en sorte que notre pouvoir d'achat diminue. Avec $1 dans votre poche, vous pouvez acheter moins de biens et de services et c'est une taxe comme une autre taxe. Et je pense que dans quelques années, nous allons avoir de l'inflation et ça va être une façon de payer pour ces déficits-là, une façon déguisée que les politiciens vont utiliser. Donc, pour répondre à votre question, théoriquement, il n'y a pas de maximum. En pratique, il y a un maximum. C'est ce que le marché est prêt à absorber. Et ça risque d'arriver aussi si le marché ne veut plus acheter nos obligations. Bien, ça va être la Banque du Canada qui va acheter les obligations. C'est ce qui arrive actuellement aujourd'hui avec Terre-Neuve et avec aussi le Manitoba. Si vous regardez le bilan de la Banque du Canada dernièrement a acheté des obligations pour faire en sorte de donner un taux d'intérêt avantageux à ces provinces-là parce que le marché privé demandait des taux d'intérêt plus élevés. Donc, la Banque du Canada monétise la dette de ces deux provinces-là. Et il y a toujours un coût en bout de ligne. C'est pas vrai que ça va rien coûter à la population. Et je le dis dans plusieurs vidéos et je vous invite à aller voir mes vidéos sur YouTube au Parti populaire du Canada par rapport à la dette, par rapport à la politique monétaire. Je suis le seul politicien au Canada qui parle de politique monétaire et c'est important pour l'avenir de notre pays. Donc, théoriquement, il n'y a pas de maximum, mais en pratique, oui. Et qu'arrive-t-il si on ne peut payer? Bien, il y a des pays qui ont déjà fait faillite et donc je ne pense pas que ça arrive au gouvernement du Canada. Je pense que ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, nous allons payer cette dette-là avec une diminution de la croissance économique, avec une perte de pouvoir d'achat. Donc, une autre question. Olivier Laverdière. Bon, Justin Trudeau a fait exploser le déficit budgétaire du Canada à un niveau astronomique de 200 milliards de dollars. Oui, c'est vrai. Comment allons-nous pouvoir revenir un jour à l'équilibre budgétaire? Bien, vous savez, dans notre plateforme à la dernière campagne électorale, on a plaidé pour avoir un budget équilibré en 2 ans. Et on expliquait, on était le seul parti politique à expliquer comment on allait y arriver. Aujourd'hui, dans la prochaine plateforme, je peux vous dire qu'on va être incapable de prendre cet engagement-là envers les Canadiens, de revenir à l'équilibre budgétaire en 2 ans, parce que le déficit est énorme. Ce qu'on devra faire en premier lieu, c'est regarder du côté des dépenses. Regarder à couper des dépenses et d'avoir un État plus petit. Quand on va être capable de retourner à l'équilibre budgétaire avec un gouvernement du PPC, je ne peux pas vous le dire. Tout dépendra du déficit officiel de cette année, du déficit des autres années. Mais je peux vous dire qu'avant la campagne électorale et durant la campagne électorale, nous allons avoir une plateforme où on va expliquer à la population comment on va faire pour un jour arriver à l'équilibre budgétaire. Mais je tiens à vous dire
que l'engagement que nous avons pris lors de la dernière campagne électorale ne tient plus maintenant à cause justement de ces énormes déficits-là. Mais nous, pour revenir à l'équilibre budgétaire, bien, il faut revenir en contrôlant nos dépenses. Et là-dessus, bien, on regarde le gouvernement passé de M. Chrétien et Martin ont réussi quand même à ramener un équilibre budgétaire en coupant les dépenses et puis en se serrant la ceinture sur quelques années. Et il faut le dire aux gens, il faut être conscient que ça va prendre quelques années avant d'arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, David Picard, Béchard, de quelle manière voulez-vous contrer les déficits monstrueux des libéraux? Une loi empêchant tout déficit du gouvernement, même en situation de crise. Une loi empêchant les déficits, ça ne servira à rien parce que les gouvernements ont toujours des façons de contourner ces lois-là. D'ailleurs, dans certains États américains, on a même changé les constitutions de certains États américains pour empêcher, dans les années 80, de faire des déficits. Et aujourd'hui, ces États-là ont des déficits énormes. Donc, je ne crois pas qu'une loi va empêcher un gouvernement de faire des déficits. Je ne crois pas que c'est la solution. Peut-être une clause constitutionnelle, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas dans le contexte et dans le programme du Parti populaire de réouvrir la Constitution pour mettre une clause comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut élire des politiciens qui disent la vérité aux gens, comme nous, comme les candidats du Parti populaire du Canada, et qui vont faire le ménage pour arriver à l'équilibre budgétaire. Mais pour moi, je ne suis pas en faveur d'une loi. Ça sert à rien. Si on a un plan précis, puis on en parle, on a juste à l'exécuter lorsqu'on sera au pouvoir. Et c'est la meilleure façon de le faire. Jean-Pierre Soumy. Est-ce que le prochain gouvernement non libéral peut revenir en arrière et canceller des programmes coûteux mis en place par Trudeau? Bien sûr que oui. Un gouvernement est libre de faire ce qu'il veut lorsqu'il a la majorité en Chambre. Et oui, le problème, c'est que des gens vont peut-être être habitués de recevoir un chèque du gouvernement, vont devenir un groupe de pression et c'est toujours plus difficile pour les gouvernements de couper un programme parce que ces gens-là vont être très présents dans les médias et vont faire leur campagne pour garder leurs privilèges et c'est une question d'éducation. Mais oui, il faut le faire. Oui, tout nouveau gouvernement a le pouvoir, lorsqu'il a la majorité, de mettre en branle son programme électoral. Mais il y a plus de difficultés lorsque des gens sont habitués à un programme. Ça va être plus difficile de couper dans les dépenses parce que ces gens-là vont faire leur lobby auprès de l'opposition, auprès du gouvernement, auprès des journalistes pour garder leurs privilèges. Il s'agit d'être très, très clair avec la population, de parler de nos réformes avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Comme ça, on aura le mandat de faire ces coupures-là nécessaires. Guylaine Hott. Bonjour, M. Bernier. Croyez-vous que nous pouvons faire des parallèles entre le Parti populaire du Canada et le Parti Crédit social du Canada, en particulier sous Réal Cahouette et Fabien Roy? Non, absolument pas. Comme vous savez, le Crédit social du Canada était en faveur d'une banque centrale qui imprime de l'argent à partir de rien pour aider les citoyens. Et ça l'enrichit pas. C'est pas une de nos politiques. C'est pas comme ça qu'on crée la richesse. La richesse, c'est pas le fait que vous avez plus d'argent dans vos poches. La richesse, c'est le fait qu'est-ce que vous pouvez acheter avec cet argent-là dans vos poches. Donc, imprimer de l'argent à partir de rien, créer de l'inflation et dévalue la valeur de l'argent que vous avez. Et donc, avec $1 ou avec $100 dans votre poche, vous pouvez acheter moins de biens et de services et vous vous appauvrissez. Donc, la plateforme du Parti populaire du Canada, elle est très différente de la plateforme du Crédit social du Canada. Sur ce sujet-là et peut-être bien d'autres sujets. Je continue avec Rémi Boudreau. Est-ce que vous avez peur que l'immigration prenne trop de place dans les politiques du PPC? Non, absolument pas. Chaque parti politique doit avoir
des politiques qui sont importantes pour l'avenir de notre pays. Et l'immigration, c'est important pour l'avenir de notre pays. Je suis heureux que nous ayons réussi à amener ce sujet-là à l'avant-scène de l'actualité lors de la dernière campagne électorale. Et nous allons toujours en parler. Nous prônons un seuil d'immigration plus bas. Nous voulons que les gens qui viennent ici s'intègrent à la société canadienne. Et oui, nous voulons un genre de test de valeur, demander aux gens quelles sont leurs valeurs. Et ils doivent, les gens qui veulent venir s'installer au Canada, partager nos valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité devant la loi, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est important pour nous. On en a parlé à la dernière campagne électorale. On est le seul parti politique qui a mis un nombre d'immigrants qu'on était prêt à accepter. Et on va continuer à le faire. Et là, aujourd'hui, comme vous le savez, on a annoncé il y a déjà quelques jours un moratoire sur l'immigration dans ces temps difficiles de coronavirus parce qu'on sait que le taux de chômage va augmenter. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs il y a quelques mois. Ces pénuries n'existent plus et les entreprises canadiennes vont être capables de faire appel à des Canadiens pour ces emplois-là. Donc, c'est pour ça que nous avons été, j'ai été le premier chef du parti au fédéral à dire qu'on doit avoir un moratoire sur l'immigration pour l'instant, considérant que le taux de chômage est très élevé et il va être encore plus élevé dans les prochains mois, jusqu'à ce que la situation se rétablisse normalement. Et il faut revenir à des seuils d'immigration raisonnables. C'est un débat qu'on doit faire et qu'on va continuer à faire, mais cette politique-là ne prend pas plus de place que les autres politiques du Parti populaire sur, exemple, responsabilité fiscale, baisse des taxes et des impôts et tout ça. Donc, oui, on va en parler, on va continuer d'en parler parce que c'est trop important pour l'avenir du pays. Suzanne Brunel, comment allons-nous contourner les médias corporatifs qui nous ont tous fait perdre? Eh bien, Suzanne, vous avez un point là-dessus. La couverture médiatique, on a eu de la couverture médiatique à la dernière campagne électorale, mais la plupart de la couverture était négative et j'étais souvent sur la défensive par rapport à nos prises de position. Les gens nous ont traités de racistes parce qu'on prônait un seuil d'immigration plus bas. Et pourtant, sans aucune preuve, d'ailleurs, c'est pour ça que je poursuis actuellement M. Kinsella par ses propos. Il m'a traité personnellement de raciste et bon, c'est de la diffamation et je suis devant les tribunaux avec lui en Ontario présentement. Je vais continuer à me battre pour ma réputation. Mais contourner les médias, bien, on utilise les médias sociaux. Je suis avec vous, là, et puis je parle à plusieurs Canadiens. J'espère que vous allez faire en sorte que ce show de Maxime soit vu par vos amis, vos collègues, etc. Et donc, c'est ça l'important. Mais on veut aussi que les médias traditionnels parlent de notre plateforme lors de la prochaine campagne ou même avant. Et donc, j'accepte toujours les invitations. Certains m'ont dit, Maxime, pourquoi tu vas à Radio-Canada? Ils sont biaisés, ils ne sont pas neutres. Bien, il faut prendre toutes les plateformes pour faire en sorte qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible. Et je vais continuer d'aller dans des médias qui sont plus agressifs, entre guillemets, ou qui ne sont pas neutres, parce que c'est important. Donc, il ne faut pas nécessairement les contourner, mais il faut y aller aussi lorsqu'on a des invitations. Lorsque la crise du coronavirus sera terminée, j'ai l'intention de retourner sur la route et de rencontrer les organisations du Parti populaire dans chaque comté, de rencontrer aussi les médias régionaux. Nous avons eu dans le passé une meilleure couverture des médias régionaux et des radios locales que des médias nationaux. Et donc, il faut quand même exploiter ça dans mes prochains voyages au Canada, à travers le pays. Bien, je vais m'assurer qu'à chaque fois que je rencontre des gens dans un comté, dans une municipalité, de faire la radio locale, essayer d'être invité à la TV locale, dans les journaux locaux. C'est ce qu'on doit faire. Donc, c'est un travail qui est quand même intéressant parce que, bon, le but, c'est d'être en contact avec le plus de gens possible et le plus de journalistes possible aussi. Donc, notre but n'est pas de contourner les médias, mais d'essayer de les utiliser lorsqu'on peut. Puis aussi, bien avoir notre message qui soit direct à la population avec ces réseaux sociaux-là et ce moyen de communiquer. C'est pour ça qu'on a commencé le show de Maxime. Merci. J'ai d'autres questions ici. Un instant, on va...
OK. Oui, Charles-Olivier Baribeau. Bonjour, M. Bernier. Est-ce qu'utiliser les outils fiscaux que possède le gouvernement et la Banque du Canada pour stimuler la demande dans le but de rétablir l'économie dans une période où la production et les importations sont arrêtées pourrait engendrer de l'inflation ou même de l'hyperinflation? Merci pour votre question, Charles-Olivier. Oui, mais on ne sait pas quand. Parce qu'actuellement, voyez-vous, j'ai fait une vidéo, vous allez pouvoir aller le voir sur le site du Parti populaire, et on a montré le graphique où la Banque du Canada augmente son bilan. C'est-à-dire qu'elle a acheté beaucoup plus d'obligations des provinces, d'obligations du gouvernement du Canada, et même elle va acheter des obligations de certaines corporations. Lorsque la Banque du Canada fait ces achats-là, bien, elle imprime de l'argent ou elle clique par rapport à son ordinateur et renvoie du crédit, de l'argent à ces gens-là. Donc, elle prend les obligations, elle les amène dans ses coffres, dans son bilan, et elle émet de l'argent. Ça fait plus d'argent en circulation. Le problème, le gouverneur de la Banque nous a dit, il n'y a pas de problème, puisqu'après la crise, nous allons régulariser notre bilan. C'est-à-dire que nous allons revendre au marché privé ces obligations-là. Et donc, on va reprendre de l'argent en circulation, on va ramener cet argent-là, et donc, il n'y aura pas d'inflation. Mais ça, c'est, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé avec la Fed, la Banque centrale américaine, ça ne s'est pas passé. À la crise financière de 2008-2009, la Fed a émis beaucoup d'argent, elle a acheté beaucoup d'obligations. Dans leurs termes, c'est injecter des liquidités, et son bilan a augmenté. Mais elle n'a jamais été capable de ramener son bilan à la normale. Et là, on a commencé cette crise du coronavirus actuellement avec un bilan de la Fed qui n'a pas été normalisé. Et la Fed continue à émettre encore plus d'argent en circulation. La Banque du Canada, selon moi, ne sera pas capable de revenir à un bilan normal. Ça veut dire que cet argent-là en circulation, dans quelques mois, dans quelques années, va créer de l'inflation. Et cette inflation-là, comme je l'ai dit plus tôt, bien, c'est une taxe déguisée, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et aussi, c'est la baisse de la valeur du dollar canadien. Donc, aller à l'étranger, aller en vacances à l'étranger va coûter plus cher aux Canadiens parce que le dollar canadien va être dévalué par rapport à d'autres devises. Est-ce que ça peut arriver demain matin? Non. Actuellement, dans certains secteurs, on a plutôt de la déflation. Si vous regardez le prix de l'essence actuellement qui baisse, c'est de la déflation. Et donc, si vous regardez un peu ce qui arrive, il y a de la déflation parce que, bon, un certain prix baisse, mais aussi parce qu'il y a moins de demandes. Donc, il y a moins de gens. Les gens sont chez eux, restent chez eux et donc dépensent un peu moins. Donc, il y a de la déflation actuellement. Et moi, je crois et nous croyons que dans quelques mois, dans quelques années, bien cet argent-là que la Banque du Canada a imprimé va rester dans l'économie et va créer de l'inflation. Parce qu'oubliez pas, la Banque du Canada achète présentement des titres que le marché financier ne veut pas acheter parce qu'ils sont trop risqués. Donc, exemple, la Banque du Canada a acheté des obligations de Terre-Neuve. Terre-Neuve est techniquement en faillite. Et donc, il n'y a personne du marché privé qui est intéressé à acheter ces obligations. Il y a trop de risques. C'est la Banque du Canada qui les a achetées. Est-ce qu'elle va être capable de les revendre après? J'en doute. Donc, pour répondre à votre question, oui, on risque d'avoir de l'inflation dans quelques mois à cause des politiques fiscales et monétaires du gouvernement du Canada. Et c'est la même chose dans les autres pays aussi, qu'on parle de la Fed ou de l'Europe. Tous les autres gouvernements injectent, entre guillemets, des liquidités, donc impriment de l'argent et achètent des titres. Et ça devrait se voir dans de l'inflation dans quelques mois. J'ai une dernière question de Serge. Serge Desjardins. Serge me demande, Monsieur Bernier, avez-vous un comté en vue lors de la prochaine élection? Non, actuellement, je n'ai pas de comté en vue. Je vais aller où j'ai le plus de chances de me faire élire. Comme vous savez, j'ai perdu en Beauce, mais quand même, le Parti populaire a bien fait. On est arrivé deuxième. Nous allons garder tous les comtés à travers le Canada et il n'est pas exclu que je choisis un comté autre que la Beauce, mais nous verrons ça en temps et lieu. Le but pour moi, c'est de me faire élire et donc on va regarder tous les comtés qui sont disponibles et qui permettraient d'avoir le plus de chances que je puisse me faire élire. Sébastien Ledoux.
Bonjour, Maxime. Quelle est votre opinion en ce qui concerne la légalisation du lait cru? Bon, le Canada est le seul pays au monde où un agriculteur peut aller en prison pour en vendre. Bon, moi, je suis d'accord avec la légalisation du lait cru, la liberté. Si les gens veulent en acheter, ils devraient avoir le droit. Raymond Dupuis, Raymond, où est votre question? OK. Monsieur Bernier, vous êtes bien connu au Québec. Avez-vous déjà pensé de devenir le PM du Québec? Merci, Raymond. Non, je fais de la politique au niveau fédéral et je vais continuer à faire de la politique au niveau fédéral. Mais oui, effectivement, je suis bien connu au Québec. Depuis la dernière campagne électorale, on s'est fait connaître et je me suis fait connaître à l'extérieur du Québec aussi. Mais pour répondre à votre question, mon but dans la vie n'est pas de devenir premier ministre du Québec et faire de la politique au niveau provincial. Merci. Et donc, la toute dernière de Joël. Joël, OK. Bon, je voudrais savoir si, outre l'arrêt du financement de CBC Radio-Canada, oui, c'est vrai, c'est dans notre plateforme. Nous allons arrêter le financement de CBC Radio-Canada. Ils vont devoir se financer par leurs propres auditeurs. Un gouvernement du Parti populaire s'engagerait-il à éliminer l'ingérence étatique dans les plateformes médiatiques? Oui, effectivement. Liberté de presse, liberté d'opinion. Donc, effectivement, il n'y a pas de gérance en ce qui concerne les plateformes médiatiques pour un gouvernement du Parti populaire. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Donc, pour aujourd'hui, j'ai répondu à plusieurs questions. Il y en a encore d'autres. Dans les prochaines émissions, je vais répondre à ces questions-là. Mais inquiétez-vous pas, je lis toutes les questions. Et j'ai vu aussi là, que vous pouvez aller voir notre plateforme partipopulaireducanada.ca. On a des réponses à plusieurs de vos questions-là. Merci beaucoup. Et puis, continuez à nous suivre, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, au compte du Parti populaire du Canada /officiel. Et aussi, bien, participez aussi à nos actions politiques. On fait régulièrement des pétitions pour promouvoir nos idées, mais aussi d'alerter les gens et de montrer aux gens, regardez, là, un sujet inquiète bien des gens. Il y a plusieurs personnes qui viennent et qui appuient nos actions politiques qui sont précises. N'hésitez pas à nous écrire aussi à info@partipopulaireducanada.ca et puis nous allons prendre un jour ou deux pour vous répondre parce qu'on reçoit beaucoup de courriels, mais les gens savent, c'est important. Merci encore et donc à la prochaine.